à toutes, bonjour à tous. Le mois de l'innovation, c'est reparti. Merci à tous d'être nombreux à nous suivre en direct sur les supports de la DITP, sur les supports d'Acteurs Publics TV. Merci à vous toutes et vous tous de nous suivre ici au lieu, le lieu de la transformation publique, 77 avenue de Ségur, l'un des endroits où il faut être pour vivre les débats, les interventions, les ateliers, les échanges du mois de l'innovation, le mois de l'innovation porté par la DITP, la direction interministérielle de la transformation publique, qui se déroule dans des centaines et des centaines d'organisations publiques partout en France. Quelle innovation dans le secteur de l'audiovisuel, c'est le thème de notre échange. On est ensemble jusqu'à midi et demi environ. Vous pouvez, vous toutes et tous qui nous suivez, vous pouvez poser vos questions, réagir à l'adresse qui doit apparaître en bas de vos écrans, MIP, comme moi l'innovation publique, MIP@acteurpublic, acteur public tout attaché au pluriel, .com. Mes quatre invités, je les remercie d'être là. Céline Boyer, bonjour. Dans le micro, vous êtes directrice de la mission d'accompagnement de la transformation de Radio France. À vos côtés, Julien Neutre, bonjour. Monsieur le directeur de la création des territoires et des publics du Centre national du cinéma et de l'image animé. Bonjour Antoine Baillet. Bonjour. Directeur éditorial de l'Institut national de l'audiovisuel. Christophe Tardieu, le secrétaire général de France Télévisions, a une petite urgence. Il va nous rejoindre dans un instant. Bonjour Marianne. Bonjour Sylvain. Marianne Billard, merci de co-animer cette séquence avec moi. Vous êtes responsable gouvernement ouvert et innovation ouverte à la DITP. Tout à fait. Écoutez, tout d'abord, un grand merci à toutes et à tous de participer à ces échanges. On est vraiment ravis au sein du lieu de la transformation publique et plus largement au sein de la DITP d'accueillir cet événement. Effectivement, l'audiovisuel public, on va y revenir très largement au cours de nos échanges, mais un secteur qui est en proie aux innovations depuis un certain moment. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Pour nous, en plus, dans le cadre du mois de l'innovation publique, c'est un sujet dont on n'a pas assez parlé les éditions précédentes. Donc pour nous, c'était vraiment important d'avoir un événement, on va dire, à la hauteur des enjeux. D'où la raison pour laquelle nous allons échanger ensemble pendant l'heure et demie à venir. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. On est aussi là pour ça. L'objectif, c'est qu'on puisse avoir une discussion la plus ouverte et horizontale possible. Merci Marianne. Donc un micro va circuler, vous toutes et tous, vous prenez la parole quand vous voulez. Et je rappelle l'adresse mip@acteurpublic.com, acteur public au pluriel tout attaché. Vous avez déjà, quand on a lancé les inscriptions à cette table ronde, vous nous avez déjà fléché quelques questions. Je vais les relayer tout au long de nos échanges. Allons-y. Qui démarre? Première question sur l'innovation dans le monde de l'audiovisuel. Marianne le disait, un monde de l'audiovisuel en évolution, en transformation. Alors dites-nous, si vous voulez bien, pour lancer la discussion, comment vos organisations ont fait face depuis 2 ans, depuis 18 mois, et comment elles vont entendre capitaliser sur l'innovation qui s'est souvent créée, qui s'est mise en place en réaction à la séquence que nous avons vécue. Céline Boyer, vous voulez bien démarrer ? Allez, j'y vais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, merci de nous accueillir. Effectivement, donc, Radio France a structuré une mission d'accompagnement dédiée à la transformation. Cette mission que je dirige depuis sa création en 2018, elle a vocation à accompagner la mise en place du projet stratégique Radio France 2022. Forcément, Radio France 2022, il y a une place forte à l'innovation. Je vais revenir 30 secondes sur l'objet de ce plan stratégique pour ensuite vous dire quelle place à l'innovation et comment on travaille dedans. Vous avez plus que 30 secondes, si vous voulez. Merci. Mais en tout cas, peut-être pour revenir surtout sur le comment, où à Radio France, donc, ce projet a pour ambition de renforcer nos missions de service public en faisant de Radio France un acteur puissant de la cohésion sociale dans le monde de demain. Également un acteur qui est capable de distribuer aujourd'hui ses contenus à des auditeurs dont les usages d'écoute évoluent en permanence. Et là, justement, on doit pas mal innover dans ce cadre. Et enfin, dernier enjeu, c'est de pouvoir être reconnu en tant qu'acteur référent en termes de production sonore. Le tout dans un contexte économique contraint. Donc ça veut dire beaucoup d'innovation, de l'innovation technique, de l'innovation process, de l'innovation éditoriale, pardon, j'aurais dû commencer par là, de l'innovation RH, bref, beaucoup de choses. Et tout ça, forcément, ça donne lieu à 60 projets qu'il faut piloter, accompagner de toute nature. Et avec les 2 ans et demi qu'on a aujourd'hui de recul sur ce projet, pour moi, il y a 3 choses majeures qu'il faut arriver, et on pourra le développer au cours de nos échanges.
Un, c'est donner le sens. C'est le rôle de nous, dirigeants, de le donner, de l'impulser, de le rappeler en cours de route, parce que quand on est au milieu du gué, dans le projet, dans le dur, les gens l'oublient. Et donc après, on peut laisser la latitude aux équipes et aux managers intermédiaires pour tracer le chemin. Le deuxième fait qu'on peut retenir, je pense, après 2 ans et demi pour nous, c'est qu'on doit de plus en plus s'adapter à la tendance externe, tout en gardant notre identité de service public, et donc en créant notre propre tendance interne. Je n'ai pas envie de parler de culture de travail, c'est une tendance de fonctionnement, et ça, c'est majeur. Et le dernier sujet, puisque quand on parle d'innovation, on a tendance à retenir beaucoup innovation technologique. Pour moi, la transformation numérique et tout ce qu'on a à faire, c'est surtout une transformation qui est basée sur l'humain. Sans l'accompagnement de l'humain et sans sa mise en mouvement, on ne tiendra pas dans la durée, et je pense que c'est tout à fait un enjeu de notre secteur. On en parle depuis le début du mois et tout au long des différentes séquences partout en France de la place des femmes et des hommes qui sont derrière les services publics. Vous voulez, Antoine Bayet, poursuivre, directeur éditorial de l'INA ? Eh ben, avec plaisir. Alors moi, je vais vous donner une tendance un petit peu plus longue et je vais aller sur le temps long. C'est pas juste une blague parce que je travaille à l'INA, mais juste vous raconter une transformation qui a été engagée depuis un nombre d'années assez conséquentes à l'INA et qui a été aussi impulsée, c'est intéressant de le dire ici, qui a aussi été impulsée, challengée par nos diverses autorités de tutelle avec lesquelles on a des échanges constants et stimulants. Au départ, l'INA numérisait beaucoup de physique et à la fin des années 1990, la France a pris un coup d'avance en matière d'archivage audiovisuel en numérisant et en lançant une grande opération de numérisation des fonds physiques de l'INA. Et quelque part, la numérisation, elle a été engagée avant réellement de se poser complètement la question du sens qu'on allait donner à toute cette masse d'archives. Aujourd'hui, l'INA, c'est 22 millions d'heures archivées. Et quelque part, on a archivé presque tout ce que l'on pouvait, et on a numérisé presque tout ce que l'on pouvait numériser. On numérise encore beaucoup de choses qui entrent en archive, évidemment, mais il n'y a pas de rattrapage énorme qui serait encore à faire. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. C'est un coup d'avance qui a été pris en France assez énorme. Mais après ça, se pose la question de qu'est-ce que l'on va en faire de ces archives. Et là, du coup, il y a un virage stratégique qui est pris par l'INA depuis 2015, en échange constant, du coup, c'est ce que je disais avec nos tutelles respectives et diverses, qui est justement de passer ces archives au grand public et d'entretenir une relation directe avec le grand public. Voilà, j'ai pris un petit peu de distance pour resituer et recontextualiser tout ça. Et moi, c'est exactement la mission que j'ai en tant que directeur éditorial de l'INA, de m'adresser directement au grand public sur une variété de supports et pour produire des contenus à partir de nos archives. Ça va de ce que l'on va faire sur TikTok à du 6x52, des documentaires d'auteurs de 6x52 minutes qui sont diffusés et produits pour un diffuseur comme Arte, et évidemment des échanges très fréquents avec France Télévisions, avec Radio France. On partage en commun par exemple la chaîne de télé France Info qui est animée et à la fois par Radio France, par France Média Monde, qui n'est pas autour de la table. Et voilà, sur la crise spécifiquement Covid, nous, on a plusieurs offres qui ont émergé à ce moment-là. Si je reviens sur la question crise, on a vu déjà une offre, on a lancé une offre de SVOD à ce moment-là, un petit Netflix des archives très éditorialisé qui s'appelle Madeleine et qui a rencontré immédiatement un public très vaste. Bon, quand on est à l'INA, se dire qu'on lance une offre payante à destination du grand public, c'est pas forcément ça s'appelle de la transfo, quoi. C'est quand même sacrément faire évoluer ce que l'on est, ouais. Et c'est une expérience qui est extrêmement bénéfique aujourd'hui et qui remplit une mission très très spécifique. L'autre offre qui a énormément émergé pendant le confinement, et je pense qu'on aura l'occasion de s'en reparler, c'est évidemment Lumni, que l'on coédite avec France Télévisions,
nous occupons à l'INA plus spécifiquement de ce qui est fait pour les enseignants. C'est un public qu'on aime beaucoup, les enseignants. Et donc, évidemment, là, ce sont des usages que l'on a vu exploser tout de suite. Je pourrais parler de plein de choses après ça en interne, si vous le souhaitez, sur ce que la crise a changé dans nos modes de fonctionnement. Il y en a beaucoup. Mais voilà, en termes d'offres. Merci beaucoup, Antoine Baillet. Je vous salue, Christophe Tardieu. Merci, monsieur le secrétaire général de France Télévisions, d'être avec nous. Je poursuis avec vous, Julien Neutre, et puis je vous donne la parole juste après, Christophe Tardieu. Merci de nous avoir rejoints. En prolongement, donc, la manière dont votre organisation a fait face et ce que vous en tirez pour la suite, évidemment, tout au long de cet échange, et ça fait partie des questions nombreuses que vous nous avez adressées sur comment on fait, sur l'acculturation, sur le management, de l'accompagnement au changement qui est central. Mais en premier propos, si je puis dire, comment vous avez vécu cette séquence et comment vous entendez capitaliser pour la suite? Je vais dézoomer encore un peu plus que mon camarade et pour resituer la place du CNC et puis son histoire qui explique en fait l'histoire d'une transformation en continu qui a accompagné l'évolution des images animées depuis 70 ans. Donc le CNC s'est créé dans l'après-guerre pour s'adapter à une situation bien précise qui était l'arrivée des films américains en France. Et donc il fallait protéger la production indépendante, la création indépendante française cinématographique. Et le CNC est la rencontre en fait d'une administration et d'une corporation, donc un secteur et une administration qui travaillent main dans la main pour apprendre à soutenir une filière depuis l'étape de l'écriture jusqu'à sa diffusion. Et donc on accompagne cette émergence et ce renouvellement des œuvres en continu depuis 70 ans en se réglant en permanence sur le secteur. Et donc il y a eu des très grands moments de transformation, évidemment dans les années 80 avec l'arrivée de la télévision. Il a fallu réinventer la création indépendante et le soutien de la création indépendante à cette nouvelle donne. Et dans les années 2000, la grande transformation auquel on faisait face, c'était l'arrivée de nouveaux acteurs, encore une fois, tout un nouveau champ, le champ numérique. Et donc, depuis une dizaine d'années, on est en adaptation permanente, continue, à ces nouveaux acteurs et à ce nouveau champ. Et donc, on a initié, c'est en train d'aboutir, évidemment, l'intégration notamment des grandes plateformes de SVOD, Netflix, Amazon, etc., dans notre écosystème, mais aussi des acteurs encore plus disruptifs par rapport à notre modèle initial, que sont les plateformes aussi de création gratuite, les réseaux sociaux. Tu y faisais référence, comme TikTok, YouTube, Snapchat et autres. Et donc, on est dans cet accompagnement-là, en travaillant main dans la main en permanence avec les acteurs du secteur pour leur faire s'approprier nos règles du jeu, si je puis dire, qui sont toujours négociées collectivement au service, toujours d'un grand principe. On va capter la valeur créée en aval par les œuvres pour les réinvestir dans la création nouvelle. Et donc, on est dans cette adaptation permanente. La crise, évidemment, a été un moment très, très fort de construction avec le secteur et de réponse très, très réactive et rapide. Et c'est plus le plan de relance qui a été pour nous un accélérateur. Donc, la crise, c'était une réponse pour ne perdre aucun secteur, aucun acteur du secteur dans ce moment difficile. Mais très vite, on est passé dans un deuxième temps qui était un plan de relance, projeter et accélérer cette adaptation auquel on travaille depuis une dizaine d'années. Merci beaucoup, Julien. Deux petites précisions. Thierry Lambert, le délégué interministériel à la transformation publique, viendra nous saluer, dire un mot dans quelques instants. Et j'aurais dû le préciser en introduction, cet échange s'organise sans masque, mais nous sommes dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. Christophe Tardieu, merci de nous avoir rejoints. Je vous laisse terminer ce premier tour de table. On parlait de l'impact de la séquence depuis 18 mois, depuis 2 ans, et la manière dont ça permet aussi des potentialités, si je puis dire, en matière d'innovation pour la suite. Il est sûr que c'est un peu paradoxal de dire que finalement, dans ces moments de crise, c'est là où des grands médias de service public, et ce ne sont pas mes collègues de Radio France qui diront l'inverse, ce sont là où des grands médias de service public peuvent jouer un rôle tout à fait spécifique.
L'exemple le plus parlant que l'on peut avoir en tête, c'est le fait que finalement, en un peu moins de 15 jours, en partenariat très étroit avec l'Éducation nationale, qui a fait preuve d'une formidable réactivité en la matière, on a été en capacité de pouvoir offrir à tous les Français l'école à la maison sur le canal 14 sur France 4. Ouais. Ça a été une performance tout à fait remarquable parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on était quand même censés tous être confinés chez soi. Mais avec beaucoup de bonne volonté, avec beaucoup d'énergie, on a réussi en 15 jours à déployer cela. Et je dois dire que c'est à la fois une grande fierté pour nous d'avoir réussi ce challenge. C'est deuxièmement, me semble-t-il, la preuve évidente de notre utilité sociale, qui est que nous sommes aujourd'hui dans une société où tous les enfants de France n'ont pas forcément un ordinateur à disposition, que tous les foyers en France n'ont pas forcément une connexion et un abonnement à Internet particulièrement performants, et qu'en revanche, tous les foyers ou presque ont la télévision et ont un accès gratuit à la TNT. Et donc, le fait d'avoir réussi à déployer ça nous a permis à la fois de démontrer notre agilité et surtout d'essayer d'apporter cette véritable différence dans le monde actuel des médias qui subit des évolutions extrêmement majeures. Je suppose qu'on en parlera tout à l'heure avec l'arrivée des grandes plateformes. Mais il est clair que pour nous, on arrivera à justifier véritablement la redevance, la contribution à l'audiovisuel public que versent tous nos citoyens, que d'abord si on arrive à justifier d'une véritable utilité sociale, d'une part, et d'autre part, de présenter des choses que l'on ne voit pas chez nos collègues du secteur privé, ce qui justifie par là même l'existence de l'audiovisuel public. Par rapport à l'ensemble des échanges que nous venons d'avoir, ce que je remarque qui remonte pas mal, c'est la question de la marque secteur public qui a même été prononcée par vous, le terme d'utilité sociale que vient de prononcer aussi Christophe Tardieu. Donc finalement, moi, la question que j'ai, c'est à travers la transformation, quelle est la marque secteur public ? Comment est-ce qu'on conserve cette marque ? Comment est-ce qu'on la promeut par rapport du coup à tous les acteurs privés que vous venez de mentionner ? Peut-être si vous souhaitez prendre la question. Par rapport à ça, moi, ce qui me paraît important, c'est de se dire, vu les enjeux de notre secteur, c'est comment aujourd'hui on se dénombrilise un petit peu pour avoir vraiment une opinion informée et pas déformée par peut-être des modes de fonctionnement un peu plus historiques, etc. Pour moi, l'enjeu là-dessus, il est donc de s'ouvrir aux acteurs qu'on vient de citer, de pouvoir regarder et s'inspirer de leur mode de fonctionnement et de regarder ce qui est compatible avec notre ADN. C'est-à-dire que je pense que c'est important d'arriver à accompagner justement l'humain, on parlait de l'humain tout à l'heure, de nos entreprises à aller en ce sens. Je me plais à dire que nous sommes des grandes entreprises qui aujourd'hui ont parfois des enjeux de start-up. On a cité tout à l'heure TikTok. Ben voilà, si aujourd'hui nos modes de fonctionnement, nos modes de décision, notre gouvernance ne nous permet pas de rivaliser avec ces acteurs-là, donc ça veut dire être capable de sortir une offre éditoriale très rapidement, on sera obsolète. Et donc cette marque, elle ne pourra vivre que si on arrive à rendre compatible finalement cet ADN, ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui et la force et ce pourquoi on nous écoute et on nous regarde aujourd'hui, et ces enjeux justement, ces comportements, ces façons de concevoir les offres que peuvent avoir certains de nos concurrents. Voilà, je pense que ça, en partie là-dedans que ça réside. Julien Neutre, peut-être, vous évoquez, l'un d'entre vous évoquez la question du sens, vous l'avez évoqué en creux sur cette question de la marque. Alors nous, on a une position un tout petit peu décentrée, c'est qu'on ne crée pas un service public directement, on crée de la création. Oui. Mais on l'a quand même, et c'est d'autant plus finalement intéressant de voir à quel point on essaye d'infuser justement cet esprit de service public qui est pour nous de générer de la création indépendante, renouvelée, partout où il y a des publics. Donc évidemment avec nos partenaires autour de la table de l'audiovisuel public, évidemment, c'est les premiers relais et ambassadeurs de cette création indépendante renouvelée, mais l'enjeu pour nous, c'est que ça infuse de partout, y compris sur les nouveaux acteurs qui sont les plus éloignés de cette culture de service public qu'on veut bien promouvoir. Donc on est un peu dans une stratégie finalement d'entrisme au sein de tous les lieux de diffusion.
Et donc notre enjeu, c'est de réussir partout où il y a du public à lui proposer une qualité d'œuvre et de création qui soit la plus riche possible, la plus diverse possible, et donc de promouvoir cet esprit de service public partout, y compris chez des acteurs privés avec lesquels on travaille, encore une fois, main dans la main, et évidemment au premier rang desquels on trouve les acteurs de l'audiovisuel public. Merci Antoine Bailly. La marque secteur public, elle doit passer par les contenus. Si nos contenus ne sont pas distinctifs ou singuliers de ce qui est proposé par ailleurs, on a quelque part, on ne justifie pas la redevance. C'est la question qui était posée à l'instant. Alors, côté INA, moi je suis assez tranquille parce que un média patrimonial, ça n'existe pas dans le privé. Enfin, c'est quelque chose auquel on a plutôt tendance à tourner le dos quand on est un acteur privé ou tout simplement parce que c'est trop compliqué ou on n'a pas le temps, etc. Donc sur l'éditorial, moi, je sais que par nature, ce que l'on fait est distinctif. Le deuxième sujet pour moi sur la marque secteur public, il a été évoqué par Céline à l'instant, c'est la question de nos relations avec des acteurs tierces. Comment on fait vivre ces contenus qui sont singuliers sur des lieux dont on n'est plus forcément propriétaire de A à Z. Comment on fait, jusqu'où on va, c'est une question à laquelle je ne prétendrai pas avoir la réponse, parce qu'elle est forcément pragmatique, étudiée lieu par lieu, en fonction des contraintes, en fonction des potentiels revenus ou non qu'on va pouvoir en tirer, en fonction des publics que l'on va pouvoir adresser ou pas. Moi, très sincèrement, c'est quelque chose qui est avant tout du cas par cas, mais qui va être fait à partir du moment où la proposition éditoriale pourra s'exprimer dans sa singularité. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, Christophe Tardieu, cette marque secteur public, la qualité, on l'a dit, le fait de s'adresser à tout le monde, mais aussi d'être singulier, ce que vous disiez, pouvoir s'adresser aux uns et aux autres. Voilà. Quel est votre... C'est en effet toujours une forme apparente de contradiction ou de paradoxe, qui est que d'une certaine façon, il faut que nous nous différencions par rapport à nos concurrents et amis du secteur privé, mais en même temps, il faut également que nous fassions de l'audience. Faire de l'audience, c'est pas un gros mot. C'est même, me semble-t-il, d'ailleurs, le meilleur moyen de justifier justement cette redevance. Parce que si on fait une télévision la plus qualitative possible, mais qui ne réunit personne devant les écrans, ça sert à pas grand-chose. Oui. Donc il faut qu'on arrive à résoudre cette contradiction qui est de faire quelque chose de différent et quelque chose en même temps qui fasse de l'audience et qui intéresse. Et ça, c'est une lutte, c'est un combat de tous les jours. Et il suffit de prendre quelques très récents exemples. Les grandes adaptations littéraires des chefs-d'œuvre de la littérature française, je pense par exemple à Germinal. C'est une série qui vient qui a été diffusée récemment sur France Télévisions. Une série très patrimoniale qui a eu un grand succès, qui a très bien marché, qui a très bien marché en audience, dont on est particulièrement content, et pour lequel en plus on a beaucoup innové puisque c'est une coproduction internationale que nous avons fait dans le cadre d'un accord passé avec nos collègues de l'audiovisuel public en Allemagne et en Italie. Donc cette nécessité qui est à la fois de présenter quelque chose de différent et de faire de l'audience, ce ne sont pas des mathématiques. Donc il y a forcément des moments où on réussit, il y a forcément des moments où on échoue. C'est pas parce qu'on a échoué qu'on fait mal notre boulot, c'est pas parce qu'on réussit que c'est forcément formidable. Mais néanmoins, ça doit être notre combat du quotidien, qui est de comment on s'adresse au plus grand nombre, tout en leur proposant quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Vous avez aussi évoqué tous les quatre la question des usages qui ont fortement évolué depuis 18 mois, des formats. Vous évoquez les réseaux sociaux, vous évoquez TikTok. Comment on fait, Céline Boyer, face à l'évolution très forte de ces usages? Comment on les anticipe aussi? C'est difficile de se projeter à quelques mois dans une séquence telle que celle que nous vivons. Comment vous appréhendez cet enjeu-là qui est extrêmement central?
Alors moi, je vais répondre à cette question plutôt sous l'angle justement de comment on s'organise pour répondre à cet aspect-là. Eh bien, c'est à la fois l'émergence de nouveaux métiers. Bien sûr, dans notre direction du numérique et des productions, on a vu apparaître des gens qui sont UX designers, qui sont data scientists, etc. Mais aussi de pouvoir travailler sur nos métiers plus historiques, j'ai envie de dire, pour qu'eux aussi soient dans cette tendance-là. C'est-à-dire que pour appréhender ces attentes et ces usages, on ne doit pas, à mon sens, opposer les nouveaux métiers avec les anciens métiers. C'est tout le monde qu'il faut embarquer dans cette transformation. On parlait tout à l'heure d'humain. Oui, pour moi, pour nous, la transformation n'est pas que technologique. Et si on veut sur la durée, c'est tout cet état d'esprit qu'il faut mettre en mouvement pour que ce questionnement, pour que nos réflexions éditoriales aillent en ce sens. Je rebondis sur ce que disait M. Tardieu. Effectivement, ce sont des contenus qui font aussi de l'audience et parfois, historiquement, on produisait des choses d'extrême qualité mais qui ne rencontraient pas leur public. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour concilier les deux et se dire que cette orientation utilisateur, alors je le dis comme ça au sens du terme innovation, mais orientation auditeur, nous structure nos métiers les plus directs mais aussi toute l'organisation. On reviendra peut-être là-dessus un peu plus tard, c'est comment aussi les fonctions support, comment tout ce qu'il y a autour du cœur éditorial s'organise de cette manière-là, autour de ça, et valorise d'autant plus nos métiers. Voilà. Merci beaucoup Céline Boyer. Julien Neutre, sur ces usages qui ont fortement évolué depuis quelques mois, qui sont facteurs de bouleversement. Céline Boyer le dit dans les organisations. Comment vous l'appréhendez? Comment vous les appréhendez? Alors nous, ça a précédé encore une fois les quelques mois. C'est évidemment, on est à la recherche, on est là pour promouvoir le meilleur de la création, mais auprès du public le plus grand possible. Et il y a un public aujourd'hui qui est le plus stratégique, c'est le public jeune, qui est en grande partie, en effet, sur des nouveaux lieux de diffusion, les réseaux sociaux. Et donc, il fallait le prendre en compte. Et donc, on a adapté notre écosystème et notre manière d'accompagner la création à ces nouvelles plateformes. Donc ça a été la création d'un fonds qui s'appelle CNC Talent, où on est allé chercher et reconnaître ceux qui créent sur les réseaux sociaux, les youtubeurs, pour la faire courte, parce que c'est le nom qui leur a été accolé, même s'ils diffusent sur plein de types de plateformes et sur plein de modèles. Mais on est allé à leur rencontre. Ça a été une aventure passionnante, parce que c'était des gens qui étaient très éloignés de notre secteur et de notre écosystème. Et donc le premier pas qu'une administration, que le CNC, une institution comme le CNC aille à leur rencontre, ça a été déjà un effet de reconnaissance pour eux, de les reconnaître dans leur fonction sociale, dans leur fonction de créateur, dans leur fonction culturelle. Donc ça a été une première étape, mais on ne peut pas s'arrêter là. Et ensuite, c'est un apprentissage en commun de la manière dont ils travaillent et nous, la manière dont on soutient la création. Et c'est comme ça qu'on a pu réinventer nos systèmes de soutien à l'aune de ces nouveaux usages. Donc ça a été le premier fonds dédié aux youtubeurs CNC Talent, qui date maintenant d'il y a à peu près 5 ans, donc c'était en 2016. Et fort de ça, évidemment, ce qu'on a vécu dans la crise a donné une ampleur et une responsabilité, j'ai envie de dire, à ce secteur et à ces créateurs encore plus importante. Et donc, notamment dans le plan de relance, on a eu une initiative très forte sur tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, font de la médiation culturelle et scientifique. Je pensais que c'était une priorité, justement, d'exposer ce public jeune au meilleur de ce qui peut faire notre débat culturel et démocratique. Et donc, on a lancé un fonds qui s'appelle Savoir et Culture, où on aide des créateurs, des producteurs indépendants qui travaillent une matière culturelle et scientifique, en particulier en faisant une commission partagée, puisque nous, c'est des choix démocratiques de professionnels et de regards pluriels qui choisissent les projets qui vont être aidés en fonction de grands objectifs. Donc là, le grand objectif, c'était de faire émerger le meilleur de la culture et de la science sur les réseaux sociaux. Et donc, on avait une commission mixte entre des professionnels du cinéma et de la création, et puis des chercheurs et des enseignants, notamment Patrick Boucheron du Collège de France était le président de cette commission. Et ça nous a permis d'aider une centaine de nouveaux projets
qui vont se faire progressivement. Déjà, certains sont déjà en ligne. Et pour aller jusqu'au bout de la chaîne et jusqu'au bout de cette proposition et de cet enjeu de faire émerger ces créations, on a créé avec YouTube et Arte un portail spécifique, et ça c'est une innovation dans le monde, c'est la première fois que YouTube fait ce pas-là, d'un portail dédié au savoir et à la culture. Donc un portail, quand vous allez sur la première page de YouTube, sur la gauche, vous avez quelques voilà, verticales qui sont proposées, dont une savoir et culture, c'est une innovation française donc, où vous trouvez le meilleur à un instant T, comme un petit hub de la création qui fait de la médiation culturelle et scientifique. Et de la création qui viennent d'ailleurs de tous les opérateurs qui sont autour de la table, hein, de l'audiovisuel public évidemment, mais aussi de la création de chaînes indépendantes et qui est rassemblée par des thématiques et animée régulièrement. Donc ça, voilà, on aide. Vous voyez, depuis le premier acte de création et un youtubeur qui a une idée et qui dit j'ai envie de faire une vidéo sur le prix Nobel de physique, voilà, j'ai un documentaire à vous proposer, jusqu'à sa diffusion pour essayer de faire émerger le meilleur auprès du public jeune qui est en masse sur ces réseaux sociaux. Une vraie co-construction. On y reviendra. Antoine Bayet, ça veut dire qu'il faut vraiment écouter, il faut être à l'affût de tout ce qui se passe, regarder sur les réseaux sociaux, regarder sur YouTube, intégrer toutes ces parties prenantes pour renouveler, s'adapter aux usages, renouveler ces formats. Je vais tout de suite rebondir sur cette question de YouTube qui m'amuse particulièrement. Vous savez qu'à l'INA, on a aussi une activité où on vend des archives à des professionnels pour qu'ils puissent les utiliser. Je peux vous dire que ça, un YouTuber, au départ, c'est pas quelque chose qui est naturel pour lui. En l'occurrence, un YouTuber, il va voir une vidéo de l'INA sur YouTube, il va la télécharger et il va se dire qu'il peut l'utiliser sans aucun problème dans sa production. Nous, ça nous fait bondir parce qu'on est des professionnels de l'audiovisuel. Ça semble quelque part naturel, inné, et c'est quelqu'un qui va pas forcément beaucoup se poser de questions. Donc on était, nous, confrontés à quelque chose comme ça. Et en même temps, on a cette question de regarder les usages. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste derrière nos barrières, on envoie des strikes et on se fait des batailles à n'en plus finir sur les contenus avec des youtubeurs. Oui, le droit me permettrait ça. Ouais, je pense que j'ai raté quelque chose si je fais ça. Donc, souvent, c'est l'occasion de faire de la pédagogie et de signaler que non, ces archives ne sont pas gratuites, ne peuvent pas être totalement gratuites, qu'il y a le droit d'auteur qui s'applique, etc. Et puis surtout, au bout d'un moment, on s'est dit qu'il fallait un petit peu aller au-delà de ça. Et on s'est aussi dit que observer les usages, ça peut pas se faire tout seul dans notre chambre et que ça se fait forcément avec de l'externe. On a besoin d'aller frotter d'aller se frotter les cerveaux avec des gens qui viennent comme ça apporter des inputs. Et donc ça a débouché alors sur quelque chose qui est tout à la fois modeste et en même temps très ambitieux, qui s'appelle Inalab. Ce sont des appels à projets qu'on lance avec à destination de communautés cibles. Donc on en a eu un auprès de youtubeurs. On a pu produire une série sur l'histoire du féminisme avec une youtubeuse qui s'appelle OGG, et c'était quelque chose qui était effectivement neuf pour nous, qui nous permet de comprendre comment un producteur d'aujourd'hui, comment un producteur de contenu à l'ère de YouTube va travailler à partir de la matière qui est celle de l'archive. Ça, c'est la réponse quelque part conjoncturelle à cette question des usages. Il y a aussi une question structurelle qui est comment on s'organise et comment on fait évoluer nos modes de production pour pouvoir tenir cela. L'INA, si je dézoome, c'est 1000 personnes à peu près. Il y a, dans la direction éditoriale, on a une centaine de spécialistes du contenu, donc producteurs de contenu. Réussir notre mutation, ça ne se fera pas juste parce qu'il y aura 100 pèlerins qui seront convaincus de ça. C'est parce que toute l'entreprise sera convaincue qu'il y a quelque chose à faire et que effectivement on se doit d'aller observer des usages. Donc ça veut dire très très concrètement, l'INA c'est aussi une population de documentalistes, par exemple, un métier historique à l'INA qui est environ 200 personnes qui sont des documentalistes. Ça veut dire qu'on a revu des process pour embarquer des documentalistes dans de l'éditorialisation, leur faire se dire que leur métier ne s'arrêtait pas à de la description
en aval, mais en amont, pardon, mais bien aussi jusqu'à de la diffusion de contenu par la suite. Je prends cet exemple parce qu'il est tout bête, mais je pense à ça, et quand on se parlait de TikTok tout à l'heure et de qui fait, comment on fait, etc. Aujourd'hui, le compte Instagram de l'INA, il est tenu par un ancien documentaliste. Et il n'est pas tout seul pour le faire. Et là, on réussit quelque chose dans ces moments-là, parce qu'on va être sur les usages et en même temps, on aura la pertinence du fond avec quelqu'un qui sait ce qu'il y a là-dedans. Merci beaucoup Antoine Baillet. Christophe Tardieu, donc écoutez, regardez son écosystème, regardez ce qui se passe ailleurs. Antoine Baillet disait se frotter le cerveau, aller chercher des inputs, mais c'est très marquant. Et puis embarquer, on va évoquer l'accompagnement, la transformation, l'accompagnement au changement, embarquer les équipes, faire évoluer des métiers, c'est une condition indispensable pour évoluer, pour vous transformer. Évidemment. On est en fait confronté d'abord à une révolution des usages qui, pour nous, est absolument fondamentale. On le voit bien depuis finalement moins d'une dizaine d'années. C'est quelque chose d'extrêmement récent qui est allé extrêmement vite. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le mode, alors le terme n'est pas très heureux, de consommation des images, c'est je veux regarder ce que je veux, où je veux, quand je veux et sur l'écran de mon choix. Donc, le moment où la famille entière se réunit devant le poste de télévision, le moment où on s'abonne à Télé 7 jours ou Télé Loisirs, où on regarde le programme et on se dit, tiens, ce soir à 20h50, il ne faut surtout pas louper telle émission ou tel documentaire ou tel film. Tout ça, c'est du passé. Ça existe encore. Il faut naturellement continuer à avoir des grilles de programme parce qu'on a, notamment parmi nos compatriotes les plus âgés, des gens qui sont encore très attachés à cela. Mais néanmoins, il faut aussi qu'on puisse évoluer en termes d'usage. Et c'est là où, en effet, on a un très, très gros travail dans le domaine du numérique à accomplir avec des nouveaux métiers, avec des nouveaux collaborateurs, avec des nouvelles approches. Et ça, en effet, c'est quelque chose de passionnant. Ce qui est tout aussi passionnant, c'est de réfléchir également en termes de contenu. Parce que, évidemment, vous vous rappelez tous la phrase du général de Gaulle qui, sur la splendeur de la marine à voile ou la douceur de l'éclairage des lampes à huile, on se rappelle tous, en tout cas pour les plus âgés, c'est-à-dire moi, les dossiers de l'écran, les chiffres et les lettres, toutes ces émissions très emblématiques du service public et les rendez-vous familiaux réguliers. Bien. Bon, tout ça, il faut qu'on le fasse évoluer. Il faut qu'on le fasse évoluer. Alors non pas en disant on va balayer le passé et puis on va faire de tout ça table rase, mais plutôt d'essayer de réfléchir à trouver justement ceux qui vont produire, ceux qui vont écrire ces nouveaux contenus. Donc c'est un travail de recherche de talent, d'écriture, de recherche de talent d'auteur, dans un contexte particulièrement difficile, puisque ces auteurs, ces talents sont particulièrement recherchés par nos collègues du secteur privé, certes, mais surtout par les grandes plateformes du numérique. Ouais. Et quand on voit, par exemple, le contrat faramineux que Omar Sy vient de signer avec Netflix, on se dit que malheureusement, on n'est pas prêt de revoir Omar Sy sur le service public un jour, à la fois compte tenu de ce contrat d'exclusivité qui apparaît quand même quelque peu léonin, mais bon, c'est un point de détail. Et puis surtout son montant sur lequel il est évident que nous aurons énormément de mal à nous aligner. Donc, trouver des auteurs, trouver des talents, c'est en effet quelque chose de particulièrement compliqué, mais c'est en même temps particulièrement exaltant, parce que c'est là, d'une certaine manière, le cœur de notre métier. Merci beaucoup Christophe Tardieu. Julien Neutrin le disait, regardez les youtubeurs qui font co-construire de manière générale ces dispositifs, ces offres, et c'est une des clés, un des mots-clés, co-construction, qu'on entend beaucoup depuis le lancement du mois de l'innovation. Marianne Billard, vous travaillez à la DITP sur ces enjeux de co-construction. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, l'appréhension de ces nouveaux métiers au sein de l'administration, on y fait face aussi tous les jours. Et la marque de la DITP, c'est cette capacité justement à s'ouvrir et à promouvoir ces capacités d'innovation ouverte, qui est donc le thème cette année du mois de l'innovation publique. Donc on comprend bien tout l'intérêt d'avoir ces panélistes autour de nous aujourd'hui.
nous, tout l'enjeu qu'on a, c'est de travailler avec des personnes qui sont issues de différents milieux et univers pour avoir une action publique à la fois plus efficace et plus centrée sur l'usager. Donc, on va avoir autour de nous des métiers tout à fait nouveaux, comme le rappelait Céline Boyer. On va par exemple avoir des designers au sein de nos équipes. On va aussi avoir des questions autour de pilotage par la donnée avec des profils plutôt data scientist. Nous, on est moins portés sur des questions de contenu, mais davantage sur des questions de méthode. Et donc, on a à cœur, à chaque fois, pour améliorer cette action publique, de faire concorder l'ensemble de ces talents. Moi, la question, du coup, que j'ai un petit peu auprès de vous par rapport à ce petit retour d'expérience côté administration pure et dure, c'est comment est-ce que vous faites pour identifier les profils dont vous allez avoir besoin dans vos recrutements. Et puis, surtout, vous en avez parlé tout à l'heure aussi, Céline Boyer, la question de l'ancien métier face au nouveau métier. Comment les faire dialoguer et comment créer un climat de création, de production et de regarder tous ensemble vers la même direction. Merci Marianne. Céline Boyer, vous voulez... Alors, il y a deux parties, il y a deux questions dans votre question. La première sur les profils, j'ai parlé d'innovation RH. Nous, on a lancé en parallèle de toutes les réflexions éditoriales, structurelles, etc., un travail autour de la gestion prévisionnelle des emplois, justement. Et là aussi, c'est s'inspirer, c'est regarder comment nos homologues ou nos concurrents fonctionnent pour identifier les besoins en compétences, tant sur ces nouveaux aspects qu'on vient d'évoquer, d'usage centrique, d'utilisateur centrique, mais aussi sur les métiers plus historiques qui, eux aussi, doivent se mettre en mouvement pour concevoir des contenus, justement, un peu différents ou dont les canaux de distribution peuvent être différents. Donc ça, c'est un premier axe sur lequel on a travaillé et qui nous permet aujourd'hui d'identifier les compétences qu'on peut, nous, à la fois en interne, amener à développer par de la formation, par du compagnonnage, par différents moyens, et puis celles qu'on va être amené à aller chercher à l'externe. Donc là, on travaille de cette manière-là. Et pardonnez-moi, j'ai oublié le deuxième aspect de votre question. C'était comment faire dialoguer les métiers historiques et les nouveaux métiers. Par exemple, je vais vous citer un petit peu ce que nous, on a mis en place au cours de l'année 2019, puisque la crise étant passée par là ensuite en 2020. On n'a pas pu le faire en physique, mais là, ça nous paraissait hyper important. On a identifié un certain nombre de thématiques et on a créé des journées de groupes de travail où on avait des enjeux de notre projet stratégique sur lesquels faire travailler les équipes. J'ai parlé tout à l'heure de l'enjeu pour nous dirigeants de donner le sens et de laisser la latitude au management intermédiaire et aux équipes de tracer le chemin. Justement, on a mis les équipes autour de la table, pluridisciplinaires, pour un petit peu qualifier les projets sur lesquels on voulait qu'elles travaillent et qui constituaient notre plan de transformation. J'aime pas trop parler de plan de transformation. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure le terme adaptabilité permanente. On pourra y revenir sûrement si vous nous interrogez sur la conduite du changement, mais le fait de les mettre ensemble sur des thématiques de fond, à la fois pour les responsabiliser et les faire finalement déjà pratiquer dans le cadre du projet ce qu'ils devront pratiquer demain dans le travail ensemble, je pense que ça peut aider à les faire, à mettre tout le monde en mouvement et fonctionner ensemble. Peut-être pour relancer, côté CNC, il y a quand même des nouveaux métiers qui constituent une nouvelle offre et comment le CNC s'adapte face à ça. Et le plus stratégique, c'est ce à quoi faisait référence Christophe, c'est les auteurs, la population des auteurs, parce que c'est notre responsabilité, même si on ne les dirige pas, hein, c'est pas le CNC qui écrit les scénarios et qui fait les œuvres que vous voyez ensuite un peu partout, mais on a une responsabilité d'animation de cet écosystème et d'animation des créateurs et des auteurs. Et en effet, on est face à un enjeu aujourd'hui énorme, mais une responsabilité très très importante pour le CNC, c'est qu'on n'a jamais autant consommé d'images, pour employer un gros mot, et on n'a jamais été soumis autant à une demande de création et donc une tension très concrète sur notamment la population des auteurs. Et donc, pour y répondre, nous, notre responsabilité, c'est de réussir à avoir un maillage de formation qui nous permette de détecter et d'accompagner ces nouveaux auteurs, parce que le renouvellement des publics et de la création, ça va main dans la main. Donc, à toutes les étapes, on doit proposer, et on est dans un plan très très ambitieux, de proposer des solutions qui vont évidemment de solutions de formation, on va dire continue et professionnelle, pour faire se rencontrer, on va dire, les nouveaux créateurs les plus émergents et puis les producteurs et les auteurs plus installés pour que ces deux mondes travaillent ensemble à ce renouvellement de la création, donc dans des rencontres intergénérationnelles qui passent par tous les dispositifs du CNC. On mixe et on fait très attention dans toutes nos commissions à ce que ces différents profils travaillent ensemble. Il y a beaucoup de lieux de rencontre aussi, une animation en continu du secteur à travers ces festivals
et des événements concrets de manière ad hoc pour faire qu'il y ait ces rencontres-là. Plus en amont, on est dans un grand plan aussi de formation. Historiquement, la formation, on va dire, d'enseignement supérieur du ministère de la Culture sur le cinéma audiovisuel passait uniquement par la FEMIS. FEMIS, c'est notre école d'excellence, c'est très important, mais il a fallu ouvrir et déployer d'autres solutions pour d'autres types de profils. Donc depuis plusieurs années, on accompagne d'autres écoles comme Courtrajmé, Mille Visages, qui permettent d'aller chercher d'autres talents qui ont d'autres parcours. Donc ça, c'est un premier élargissement, si je puis dire. Il y a évidemment ce nouveau lieu de détection que sont les réseaux sociaux. On voit apparaître ces nouveaux créateurs. Et puis, encore plus en amont, on a une responsabilité là, de service public direct au CNC, c'est l'éducation à l'image. Oui. Et l'éducation à l'image, c'est évidemment apprendre à lire et écrire des images à nos enfants, à nos jeunes, soumis à ce flux d'images. Donc c'est une responsabilité évidemment éducative. Mais demain, c'est cette génération aussi qui sera créatrice d'images. Donc là, on est toujours sur nos deux jambes, de renouvellement évidemment des publics et de formation du spectateur de demain, mais aussi de formation du créateur de demain. Et l'action la plus exemplaire en la matière, on vient de la lancer là, à la rentrée, c'est un grand défi d'écriture de série pour les lycéens, où pour les accompagner, on crée un réseau départemental. Il y aura un atelier d'écriture pour accompagner ces jeunes dans chaque département. Et évidemment, l'enjeu premier, c'est de leur faire prendre conscience des mécanismes d'écriture et de lecture des images, donc une optique d'éducation à l'image, mais aussi, comme les conservatoires dans les autres grandes matières artistiques, demain, c'est nos créateurs, on prépare nos scénaristes et nos auteurs, dont a besoin Christophe et tous mes collègues autour de la table, on prépare la nouvelle génération de créateurs de demain et on prend de l'avance, si je puis dire, pour former et détecter les talents. Merci Julien Neutre. Christophe Tardieu a écouté Julien Neutre et Céline Boyeux. Il faut un cadre, il faut une méthode, il faut des lieux aussi pour que ces acteurs, ces anciens et ces nouveaux, si je puis dire, je résume pas bien, mais puissent se rencontrer, échanger et produire vos contenus de demain, vos contenus à venir. Oui, bien sûr, il faut tout cela, mais en même temps, il ne faut pas s'imaginer non plus que nous soyons dans des métiers qui ont été figés pendant des décennies et qui se sont brutalement adaptés à la nouvelle donne et à cette incroyable modernité que sont les grandes plateformes du numérique ou les réseaux sociaux ou les structures de type TikTok ou autres. La télé n'aurait pas, la télévision, la radio n'aurait pas survécu si elle n'avait pas innové en permanence. Bien sûr. Avec des nouveaux formats, des nouveaux animateurs, des nouvelles émissions. Bon, ce n'est peut-être pas complètement ma tasse de thé, mais il y a 20 ans, l'irruption de la télé-réalité au sein de la télévision privée, puisqu'il n'y aura jamais de télé-réalité dans le service public, a été une innovation tout à fait importante qui n'a rien à voir avec les plateformes ou une quelconque évolution différente du secteur. Donc, de toute façon, notre métier, c'est d'être toujours, et Julien l'a très bien rappelé dans tous les mécanismes d'accompagnement que prévoit le CNC, notre métier, c'est justement d'être toujours dans l'adaptation pour essayer de réfléchir aux formats qui plairont le plus à nos spectateurs. Alors, ce qui me permet d'ailleurs de répondre directement à votre question, qui est que, en effet, il faut que nous fassions évoluer les profils de nos collaborateurs, mais davantage dans la recherche de ces nouveaux moyens que l'on va trouver pour détecter ces nouveaux talents dont nous avons absolument besoin. Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est qu'à la différence de nos collègues et amis de Radio France, nous ne produisions quasiment rien en interne. C'est essentiellement à l'extérieur que nous nous approvisionnons. Le terme n'est peut-être pas très heureux, mais en tout cas, nous faisons travailler des dizaines et des dizaines de sociétés de production différentes, alors que pour les émissions que Radio France présente à ses auditeurs, ce sont des émissions qui sont produites en interne par leurs propres collaborateurs. Donc nous, il faut qu'on ait des dénicheurs de talents
un peu partout, et des dénicheurs de talents qui soient comme le service public, c'est-à-dire qu'ils rassemblent, qu'on ait à la fois du documentaire, de la fiction de grande qualité, mais aussi des programmes très innovants que l'on va pouvoir mettre sur nos plateformes numériques et qui, en effet, nous imposent d'aller plutôt chercher des très jeunes talents que Julien évoquait. Merci beaucoup Christophe Tardieu. Antoine Baillet, alors comment vous faites? Comment vous allez les chercher? Comment vous les détectez, ces nouveaux talents? Alors deux choses. Allez-y, ça marche. C'est bon. Deux choses là-dessus. Sur la question de la formation, vous savez sans doute que l'INA a une activité de formation historique, principalement tournée vers l'audiovisuel public d'ailleurs. Il se passe quelque chose d'assez neuf en ce moment à l'INA. On a développé un dispositif qui s'appelle Classe Alpha, qui est une formation sans condition de diplôme pour des jeunes qui sont plutôt au départ en situation de décrochage et que l'on se propose par une année intensive de formation au métier de l'audiovisuel, plutôt côté technique, côté production à ce stade, soit de leur permettre une poursuite d'études, soit même directement d'être embauchable à ce moment-là. Je prends cet exemple-là parce que ça, c'est pas quelque chose que vous développez dans un catalogue de formation si vous cherchez uniquement à le rentabiliser. Soyons très clairs. Et donc ça, ce sont des choses qui doivent permettre petit à petit de varier les profils aussi que l'on va voir dans les métiers de production. Ça, c'était un point sur la formation. Deuxième chose, comment on peut faire venir des talents, alors cette fois plutôt en dur, et comment on fait pour recruter des personnes? Alors là, je vais avoir une réponse qui est évidente, mais c'est par le sens. Nous ne sommes pas les plus compétitifs en termes de rémunération salariale. Nous ne sommes parfois pas toujours les plus agiles dans nos modes de fonctionnement. Donc par rapport à des entreprises plus agiles, pour recruter un product owner, je prends cet exemple, un product owner sur le marché peut avoir tendance à ne pas avoir envie de venir travailler dans l'ensemble de nos maisons. Alors l'INA cumule en plus les handicaps parce qu'on est à Brie-sur-Marne, donc venir à Brie-sur-Marne, voilà, et pourtant on arrive à recruter. Donc c'est par le sens, c'est aussi en adaptant nos modes de fonctionnement. Bah oui, un product owner aujourd'hui, venir travailler 5 jours en présentiel, c'est plus forcément trop la manière dont il va travailler. Donc ça nous challenge et tant mieux, mais on se doit de répondre à ces attentes-là. Merci beaucoup Antoine Baillet. N'hésitez pas, vous qui êtes là le lieu de la transformation publique, l'endroit où il faut être pour suivre toutes les séquences du mois de l'innovation, 77 avenue de Ségur. Un micro va circuler, n'hésitez pas. Monsieur, voilà, on va vous amener un micro. Juste, je prends une question en ligne, en lien avec vos réflexions sur ces questions RH, si je puis dire. Une personne qui nous dit ça va de plus en plus vite, le numérique s'impose. Comment faire en sorte que personne ne soit au sein des équipes sur le bord du chemin, si je puis dire? Quelle place pour le management? C'est la question sur toutes ces évolutions. Quelle place pour le manager? Quelle place pour le management? La gestion de projet, Céline Boyer, peut-être, qui est une question évidemment centrale qui est mise en discussion tout au long de ce mois de l'innovation. Je souris parce que dans l'idéal de l'idéal, il aurait fallu, avant de mener toutes ces transformations, travailler sur la culture projet, sur l'agilité, travailler sur le management, sa place, sa responsabilisation, jamais trop tard. etc. Ouais. Et en fait, on fait tout en même temps parce que la vitesse que vous décrivez, elle nous impose ça. Elle nous impose de traiter de tous ces sujets-là. Alors, quelle place pour le management? Je l'évoquais tout à l'heure. C'est pouvoir animer à son niveau la déclinaison du sens qu'on veut donner à nos projets. C'est-à-dire que sur son champ d'activité, sur son offre, sur son émission, sur le contenu qu'on est en train de produire, c'est aussi à lui de le faire vivre, de le travailler et de le faire s'exprimer auprès des équipes. Donc oui, moi j'ai trouvé en arrivant à Radio France une structure finalement assez pyramidale. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos organisations aussi, mais on voit bien que fonctionner en perméabilité avec le marché qu'on a décrit, c'est aussi aller un petit peu à l'encontre de ça, être beaucoup plus horizontal, être beaucoup plus transverse. Et ça fait partie des choses culturelles à faire évoluer. Et on parlait, encore une fois, je reviens sur ce terme parce qu'il m'est cher, c'est l'adaptabilité permanente. On ne conduit pas les changements. Pour moi, les changements, il faut que maintenant les équipes arrivent à les impulser, à comprendre pourquoi ils sont importants. Et finalement, ce marché qui vit en face de nous avec
une accélération permanente, il faut aussi qu'ils conditionnent des choses dans nos processus internes, dans nos décisions internes. On a parlé beaucoup de contenu et d'éditorial, mais il y a aussi tout ce qui est derrière pour arriver à faire ça. Et voilà, pour moi, l'enjeu, il est là. Merci. Quelqu'un veut peut-être réagir ou voulez bien, Julien Neutre, sur cette question de l'accompagnement au changement, la place du manager. Céline Boyer parle d'adaptabilité permanente. Ça s'accompagne, ça s'encadre, ça se manage. Ouais, et ça s'anime évidemment. Ça s'anime. Et je pense qu'on a tout à gagner dans les administrations à aussi peut-être s'enlever un peu de pression et de responsabilité de sachants omnipotents et de travailler toujours un enjeu de plus, posture, alors. un enjeu aussi de posture et de dialogue et de s'appuyer sur ceux qui font évoluer les choses très concrètement sur le terrain. Et c'est pas des choses en rupture où tout à coup tout se transforme. C'est une adaptabilité permanente du terrain. Il y a des gens sur le terrain, encore une fois, partout, qui inventent des nouvelles solutions en permanence. Et je pense que notre rôle, c'est de beaucoup plus s'appuyer sur ce terrain qui est mouvant, mais de manière très très naturelle. Et dans nos secteurs, nous, si on a réussi une telle résilience, si je puis dire, depuis 70 ans, c'est parce qu'on a travaillé main dans la main, encore une fois, avec le secteur. Et donc, de manière continue et assez naturelle, on a fait évoluer le Centre national du cinéma vers le Centre national du cinéma et de l'image animée, en accompagnant l'évolution de ce secteur, en se branchant sur le secteur, la société civile, ceux qui inventaient sur le terrain ces nouvelles images, et on s'est adapté en continu à leur côté. Et je pense que ça, c'est une leçon qui pourrait servir à toutes les administrations. Moi, je viens d'autres administrations qui sont parfois plus repliées sur elles-mêmes. J'ai été à Bercy aussi, où on fait venir beaucoup à soi tous les éléments et où on est peut-être pas suffisamment encore en travail continu et très transparent et très fluide avec, encore une fois, ceux qu'on administre et qui sont finalement nos partenaires. Merci, merci beaucoup, Julien Neutre. Je vous donne la parole dans un instant, monsieur. Juste une réaction peut-être sur cette question de l'adaptabilité permanente. Antoine Boyer, pardon, je pouvais réagir. Je vais faire le vieux ringard. On est entre nous, allez-y. Bien sûr, cette posture-là, elle est tout à la fois indispensable. Et en même temps, il y a une condition qui est nécessaire et indépassable pour conduire toute transformation, c'est que ce projet soit porté au plus haut niveau d'une boîte. S'il ne l'est pas, ça ne marchera pas. J'ai la chance aujourd'hui de développer une activité média pour l'INA en tant que directeur éditorial de l'INA. Si cette volonté-là n'était pas impulsée et voulue par mon PDG, c'est quelque chose sur lequel je me heurterais évidemment à beaucoup plus de résistance. Donc oui, bien sûr, il faut être à l'écoute de toutes les idées qui remontent, il faut embarquer, ça c'est indispensable, mais il y a aussi un moment où il y a une implication totale et absolue et nécessaire, qui est une condition sine qua non à tout changement et à tout projet de transformation, pour le coup. Ça fait partie des questions qui nous sont revenues, donc vous pouvez d'ailleurs réagir mip@acteurpublic.com pour poser vos questions. Christophe Tardieu, cette question nous est venue régulièrement, l'implication du top management qui est un élément clé de succès, un élément clé pour porter une transformation. Vous êtes d'accord, j'imagine? Oui, évidemment. Mais ce n'est pas que le top management. C'est pas que, bien sûr. Il faut qu'il y ait une capillarité beaucoup plus forte. Et c'est d'autant plus indispensable dans une société comme France Télévisions, qui dispose de 24 antennes régionales sur tous les territoires, qui a une très forte présence outre-mer, et donc pour lequel, évidemment, cette innovation, elle nécessite que tout le monde s'y implique. Après, nous avons, je dirais, une certaine chance dans notre métier, qui est que si l'on n'innove pas, la sanction, elle tombe très vite. C'est la sanction du spectateur qui dit votre truc ça m'intéresse pas, je regarde pas, et donc passer à autre chose. Et ça, c'est en effet assez pratique, parce que on va dire que cette obligation que nous nous sommes fixés d'innover, je ne suis pas certain que les usagers de certaines administrations de l'État, même s'ils peuvent manifester parfois un certain mécontentement, je ne suis pas certain que les administrations en question soient capables de s'adapter aussi rapidement que nous le faisons.
Merci Christophe Tardieu. Monsieur, je vous voyais, alors n'hésitez pas, on doit vous filmer, hein, je pense. Peut-être présentez-vous et puis on vous écoute. Bonjour, moi je m'appelle Alain Guignard, je suis président de l'association des auditeurs de France Culture et je m'adresse plutôt à Madame Boyer, mais à tout le monde, et je vous remercie de la qualité de vos émissions. Alors, bien sûr, les innovations Radio France, elles sont extraordinaires, c'est magnifique, on est très très contents. Mais en revanche, attention, ne laissez pas de côté les gens qui ne savent pas podcaster. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Ouais. Il y a des zones de France où les conditions de réception sont très mauvaises. Donc l'innovation, on est bien sûr tout à fait d'accord, il faut y aller, hein, c'est indispensable, continuer, mais ne laissez pas pour compte les gens qui ne savent pas manier l'électronique. Il y a des gens qui n'ont pas de téléphone portable, il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur, et ces gens-là existent, ils représentent une part importante de la population. Tout à l'heure, vous avez bien dit que vous vous appuyez sur l'humain. Bon, ben, écoutez, ça c'est formidable, c'était bien de l'avoir dit. On attend tous des choses de ce côté-là. Voilà. Et alors, du côté du service public aussi, une chose qui traumatise beaucoup les auditeurs et les téléspectateurs, c'est l'irruption de la publicité. Bon, on est d'accord que ça vous apporte des moyens dont vous avez besoin, parce que pour fonctionner, il faut des moyens, mais faites en sorte qu'il y en ait le moins possible et en plus qu'elle soit adaptée à la situation écologique du moment. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, Céline Boyer, peut-être une réponse. On rappelle qu'il y a 10, 12 millions, peut-être 13 millions de Français qui n'ont soit pas les outils, soit pas les usages. Évidemment, il faut s'adresser à eux. Déjà, merci, monsieur, pour cette intervention. Ça m'évoque deux choses. Une chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est que jusqu'alors, on opposait beaucoup, on parlait d'offres éditoriales et numériques. Il y a un moment donné, on s'est dit, non, mais en fait, c'est la même chose. Et donc, il y a des contenus qui naissent sur les ondes, sur l'hertzien, le broadcast, comme on appelle en radio chez nous, et qui sont ensuite poussés vers du numérique. Mais maintenant, on essaie aussi de créer l'inverse. Vous parlez de France Culture. Typiquement, si je pense à la directrice de France Culture, c'est une des bases de son projet, de se dire aussi que ce qu'on va proposer de manière très pointue, très experte sur des formats type podcast, peuvent aussi venir nourrir l'antenne. Et c'est très important aujourd'hui de penser cette offre, alors on n'utilise pas trop cette expression, mais un peu à 360. Il ne faut pas les opposer, mais bien imaginer par contre qu'un contenu, qu'une promesse, que quelque chose qu'on veut adresser à un auditeur, eh bien on va le servir en fonction du canal de diffusion qu'on va utiliser d'une façon un peu différente, mais avec le fond et avec les valeurs qui sont celles du service public de manière équitable. Donc ça, c'est un premier élément. Et s'agissant de l'accès plus largement à ce que nous produisons, ben voilà, Radio France s'investit sur la radio numérique terrestre. On travaille là-dessus pour justement permettre aussi par France Bleu, par notre réseau de proximité, de toucher le plus grand nombre. Et la complémentarité de nos offres, qu'elles soient accessibles sur le net ou sur le réseau hertzien, ben voilà, on y travaille au quotidien de telle sorte à ce qu'on touche le plus grand nombre. Merci beaucoup. Julien Neutre, vous voulez prolonger? Vous êtes directeur de la création des territoires et des publics, hein, on l'a dit au CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée. Voilà aussi un enjeu extrêmement important dans le contexte actuel. Les territoires? Territoires. Ouais. Les territoires, ouais. J'ai dit quoi? Je ne sais plus. Directeur de la création des territoires. Des territoires et des publics. Ouais. Oui, et en la matière, en fait, on mène une politique, encore une fois, partenariale avec l'ensemble des collectivités territoriales et en particulier les régions qui sont finalement nos relais dans l'aménagement culturel et audiovisuel du territoire. Et donc on cofinance avec elles, on leur donne des moyens et une incitation pour qu'à leur tour, elles fassent vivre cette diversité de la création en complétant ce que fait le CNC par, sur chacun des territoires, des dispositifs un peu jumeaux, relais. Et ça permet, du coup, de couvrir le territoire et d'aller chercher les talents partout où ils sont, les récits partout où ils sont. Merci. Tous les deux, peut-être un mot sur ces enjeux d'inclusion, d'acculturation, puis d'aller chercher les 12... Concernant France Culture, non, je ne répondrai pas. Concernant France Culture, en revanche, effectivement, la question des usages, on ne peut pas imaginer que tout le monde soit sur TikTok pour consommer des archives de l'INA ou autre, au contraire. Moi, je vais prendre un exemple très simple dans ce cadre-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de Madeleine comme offre SVOD. Pour assurer la relation
avec les abonnés. C'est une question importante. Comment on fait pour assurer le service après-vente, pour qu'il y ait un humain qui réponde aux questions et pas juste un chatbot. Moi, c'est quelque chose que j'ai dû mettre en place au moment où on a lancé le service. C'est aussi penser à notre offre aujourd'hui est majoritairement utilisée hors de Paris par un public qui a plus de 55 ans. Du coup, effectivement, on doit les accompagner dans même l'accès et le numéro de carte bleue, où est-ce qu'on le met, etc. etc. Ça force à avoir une relation client, c'est comme ça que ça s'appelle, et à l'avoir de manière la plus humaine et la plus vaste possible. Donc ça, c'est très concret comme point, mais ce sont des choses qui, au départ, ne sont pas forcément naturelles là-dessus. Christophe Tardieu, vous expliquiez tout à l'heure les programmes familiaux, ces rendez-vous réguliers. Il y a des personnes qui sont encore attachées à tout cela. Il y a des personnes qui sont moins au fait, évidemment, des enjeux des usages et des outils. Évidemment, dans votre offre, vous vous adressez à ces personnes-là. Moi, je suis très heureux de ce que vous avez dit, monsieur, parce que d'abord, parce que vous avez parlé de Radio France. En général, dans un panel, il y a toujours plein de remarques à faire sur les programmes de France Télévisions. Donc là, pour le moment, si j'y échappe, j'en suis venir dans les questions, ravi. alors, du coup. J'en suis absolument ravi. Mais plus sérieusement, pour dire que vous pointez du doigt quelque chose qui est absolument essentiel, qui est que si nous, médias de service public, nous n'avons pas pour obsession de nous adresser au plus grand nombre, et notamment à ceux qui n'ont pas forcément les moyens techniques en termes de connaissances ou d'usage, eh bien, quelque part, on ne fait pas bien notre travail. Et que donc, l'exemple que je donnais tout à l'heure me semble-t-il assez parlant. En 15 jours, on a mis en place une offre éducative pour les enfants afin qu'ils continuent à apprendre à la maison. Et plutôt que de lancer une nouvelle application à grand renfort de coups de com' et autres, on s'est dit non, il faut le mettre sur quelque chose de très simple. Et le plus simple, c'est on allume la télé, on va sur la chaîne 14. Et sur la chaîne 14, tous les enfants vont pouvoir avoir accès à leur programme éducatif. Donc, il faut qu'on soit très vigilant à la fois, et ça fait partie de ce grand écart systématique que nous devons accomplir. Il faut à la fois que l'on continue à innover, ça on en a beaucoup parlé et c'est une évidence, mais il ne faut surtout pas oublier ce socle de notre population qui, d'une certaine façon, n'a presque que nous, qui nous adressons à eux et pour lequel il faut absolument que l'on puisse préserver une offre de qualité, extrêmement simple et facile d'accès et sans avoir à se préoccuper d'être dans l'innovation permanente. Merci beaucoup Christophe Tardieu. N'hésitez pas, toujours cette adresse mip@acteurpublic.com. Je vois les questions qui arrivent, je les prends. Marianne Billard, peut-être sur les enjeux applicatifs, la co-construction. Oui, tout à fait. Moi, il y a un mot tout à l'heure qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est le mot société civile. Oui. Effectivement, nous, c'est un dispositif sur lequel on travaille beaucoup au sein de la DITP, donc la Direction interministérielle à la transformation publique. C'est la question du partenariat pour un gouvernement ouvert. Donc, on a eu le droit à un petit tacle de chaque côté de la table. L'administration s'ouvre et va voir ses usagers et essaye justement, au contraire, de transformer son action publique en prenant au maximum l'avis en compte de cette société civile à la fois organisée à travers des associations, à travers des chercheurs, etc., mais aussi des citoyens dits experts qui ne sont pas forcément rattachés en tant que tels à une organisation, mais qui ont en tout cas, au-delà de leur posture, aussi des questions de compétences très fortes et un point de vue sur l'action publique qui est tout à fait enrichissant et qui nous permet du coup de maximiser les différentes modifications qu'on peut mettre en place. Très concrètement, on a pu mettre en place des dispositifs comme un hackathon. Donc un hackathon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'utilisation des données produites par une institution publique. Nous, en l'espèce, on a travaillé autour de la problématique du Covid. Donc on a travaillé avec le ministère de la Santé où on l'a aidé à mettre en place cette méthode pour pouvoir
trouver et faire naître des innovations autour de la facilitation de plusieurs problématiques comme la stratégie vaccinale ou ce type de choses. Est-ce que vous, du côté de l'audiovisuel public, il y a des nouvelles méthodes d'innovation de ce type qui peuvent être mises en place? Quelle est leur relation aussi à l'usager pour pouvoir le faire enrichir l'action publique et les offres que vous mettez en place? J'ai entendu tout à l'heure un chatbot. Je vois que du coup, il y a une personne qui fait partie donc, de l'association des auditeurs de France Culture. Quels sont ces canaux relationnels que vous mettez en place avec vos usagers pour améliorer vos dispositifs? Qui veut, Monsieur Tardieu ou Céline Boyer ou Christophe Tardieu? Parce que nous sommes médias de service public, il faut que nous nous adressions au plus grand nombre. Donc forcément, il faut utiliser le plus grand nombre de canaux possibles de communication. Et ça passe par des choses aussi simples et basiques que la réunion de personnes de nos clubs de téléspectateurs, dans lequel d'ailleurs assez régulièrement Delphine Ernotte, qui est PDG de France Télévisions, se rend pour aller à la rencontre de ces téléspectateurs, jusqu'à en effet la mise en œuvre de formules plus modernes, de type chatbot ou autre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne réussira à faire des choses intéressantes et innovantes en la matière que si, et ça rejoint ce que disait monsieur tout à l'heure, que si on veille vraiment à s'adresser au plus grand nombre. Parce que l'innovation pour l'innovation, très souvent, ça consiste davantage à se faire plaisir qu'à être véritablement efficace. Et donc, en l'espèce, il faut qu'on soit toujours extrêmement vigilant de savoir à qui on s'adresse, quel est notre public, quelle est sa diversité, quelle est sa spécificité, où est-il installé, et à ce moment-là, d'essayer d'utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir le joindre et avoir des discussions avec lui. Merci Christophe Tardieu. Céline Boyer, peut-être, hackathon, enfin tout ce qui s'expliquait Marianne Billard. Par exemple, nous, on a mis en place ce qu'on appelle un accélérateur, où on lance une espèce d'appel à projet en interne tous les ans, et des équipes se constituent, des équipes pluridisciplinaires, à l'initiative finalement des collaborateurs et des équipes, qui portent à la connaissance de l'ensemble de Radio France un certain nombre d'idées, qui, avec un système de vote, passe différents stades. Et on est arrivé, par exemple, il y a 2 ans, je crois, 2 ans, je ne suis pas sûre, peut-être 3, puisque la période Covid nous a fait une année blanche, à, par exemple, pousser un concept jusqu'au point de le rendre concret. Ça s'appelait la Chouette Radio. C'est une enceinte conçue pour les enfants qui a vu le jour, qui s'appelle Merlin. C'est une collaboration avec Bayard. Typiquement, c'est un processus d'innovation interne qui a amené donc par des boucles classiques d'innovation, à ensuite challenger l'idée, le concept, avec des utilisateurs externes pour voir dans quelle mesure ça pouvait correspondre à une attente et rencontrer un public. Et là, on est allé jusqu'à la concrétisation de quelque chose qui, à la base, n'était pas dans les idées, on va dire, de Radio France, en tant que concept spécifique. Et donc, je fais le parallèle par rapport à ce que vous citiez en termes de hackathon. Voilà, notre accélérateur d'idées, le nom complet, nous permet d'avoir ce genre de processus d'innovation en interne. C'est inspirant, un accélérateur d'idées. Julien Neutre ou Antoine Julien Neutre. Alors, allez. On a ce type de pratique, mais plus largement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, à travers nos dispositifs d'appel à projet, on fait des hackathons depuis 70 ans sans que ce soit ce nom-là. Oui, et on a en permanence 70 dispositifs qui sont des dispositifs ouverts d'appel à projet sur lesquels sont impliqués environ 10 professionnels pour chacun des dispositifs, même un peu plus. Donc on a plus de 700, entre 700 et 1000 professionnels et représentants du secteur et de toutes les générations, de tous les parcours, de toutes les écritures qui sont impliqués dans cette évaluation en permanence de projets par définition nouveaux et dont on doit veiller à ce qu'il représente la plus grande diversité possible. Et je suis très sensible aussi à ce que disait Christophe. Donc, ce n'est pas que l'innovation pour l'innovation. On sait aussi le faire et aller la chercher, la susciter sur des nouveaux outils, notamment pour les salles de cinéma, pour faire émerger donc, des nouveaux talents sur les réseaux sociaux. Mais on doit aussi couvrir vraiment faire émerger la plus grande diversité possible de récits, de parcours à l'image de notre pays. Et des envies des spectateurs aussi, quels qu'ils soient.
Il faut être résolument ouvert, hein, vous le dites depuis le début de l'échange. Antoine Baillet, alors accélérateur d'idées, hackathon, enfin peu importe finalement, mais c'est cette démarche d'ouverture qui est essentielle. Alors les chatbots, du coup, je rebondissais sur les chatbots pour dire qu'au contraire, nous, c'est quelque chose qu'on avait plutôt écarté. Le service de la relais, voilà, c'est plutôt l'humain. L'INA a la particularité d'être producteur de données. Aussi, assez massivement, quand on a 22 millions d'heures et quelques de données, de métadonnées. On travaille en ce moment, dans le cadre de France Relance, sur un gros projet de mise à disposition de plus de données autour de l'information et, si je veux la faire très très courte, de baromètres plus réguliers autour des thématiques traitées, notamment sur les chaînes d'infos. Ça, c'est un gros projet qu'on a en cours qui devrait aboutir au premier semestre 2022. Pour produire des données, on peut être dans notre chambre et se dire, voilà, on va produire ça comme données. Ce sont des données, après ça, qu'on va mettre en diffusion de toute façon d'ores et déjà sur Etalab, elles y sont déjà. Ouais, sauf qu'on a aussi besoin, à un moment ou un autre, d'échanger avec des utilisateurs. Dans la conception même des jeux de données, qui n'est pas mon expertise la plus absolue, je le confesse bien volontiers, mais si on se plante là-dedans, en fait, on va produire des données qui seront inutilisables. Donc, ok, génial. L'INA aura produit des données qui permettront de comprendre des choses sur le traitement de l'information sur les chaînes d'infos. Ouais, ok. Mais si ça ne peut pas être réexploité, on a raté une partie de notre objectif là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui, particulièrement quand on doit produire de la donnée, est quelque chose qui est super important d'embarquer les utilisateurs potentiels de ce que l'on cherche à produire. Merci beaucoup à tous les quatre. N'hésitez pas, il y a toujours le micro qui circule dans les questions qui sont parvenues aussi. C'est cette question des données, pas de l'intelligence artificielle, mais plutôt les données, savoir les analyser, les quantifier, les structurer et surtout peuvent-elles permettre à tous les quatre, peuvent-elles permettre de personnaliser finalement vos dispositifs. Alors on l'a évoqué tout à l'heure avec Christophe Tardieu, c'est compliqué puisque l'audience doit être forte, mais aussi par la donnée, d'anticiper peut-être des attentes, des besoins des personnes dans les mois, dans les années à venir. Je ne sais pas si la question est bien formulée, mais comment pour formuler plus clairement, comment les data, les données peuvent vous aider à ajuster, à préciser vos dispositifs. Peut-être Julien Neutre, je voyais. Évidemment, on est en étude permanente et en suivi constante du secteur, mais si je puis dire, la grande leçon qu'on a quand on est au contact des artistes et des créateurs, qui sont aussi en recherche constante de leur public, c'est que malgré tout, il y a des choses qui résistent à ces données et qu'il faut, et c'est le but de l'innovation, se lancer, faire des propositions. Oui. Et après, il y a une rencontre qui se fait ou qui se fait pas, mais il faut accepter que ça résiste aussi à des données chiffrées. Donc la création, c'est pas mathématique, et donc il faut réussir à animer et à faire émerger la plus grande diversité possible pour, comme dans de la recherche et développement, que sur 10 projets, il y en ait un qui trouve complètement et pleinement son public. Mais les no-fautes, ça ne veut pas dire qu'ils sont à côté, qu'ils n'ont pas compris. Il y a des temps de maturation qui peuvent être plus lents aussi. C'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon endroit. Et c'est pour ça qu'il y a des cycles d'exploitation des œuvres, comme on dit, qui peuvent être assez longs dans le temps. Il y a des grandes œuvres comme ça dans l'histoire du cinéma, comme La Nuit du Chasseur, qui n'a pas trouvé son public les 2-3 premières années et qui est peut-être le film le plus vu 50 ans après de toute l'histoire du cinéma. Donc il faut avoir aussi une vision longue. Ou les tontons flingueurs, exactement, plus près de nous. Et par exemple, même cette nouvelle génération donc, qui suit en direct les réactions et qui subit d'ailleurs les réactions de son public, pour revenir sur les youtubeurs, ou qui a des analyses métriques très précises sur qui regarde quoi, c'est un saut dans l'inconnu à chaque vidéo postée. Et pour le meilleur, parfois, il faut savoir aussi proposer à son public des choses étonnantes parce qu'on y croit. Il y a un cas extraordinaire en la matière, c'est un youtubeur qui s'appelle Axolot, qui fait 2 ans avant qu'il devienne prix Nobel de physique un documentaire de 45 minutes sur Michel Mayer, que personne ne connaissait, le chercheur suisse. Il n'y avait pas un document audiovisuel sur lui. 45 minutes, quand même, c'est très exigeant, on peut se dire. 800 000 personnes, plutôt de 15 à 25 ans, qui ont regardé
plus de 80% de ce documentaire sur Michel Mayer, avant même, sur les exoplanètes, avant même qu'il devienne prix Nobel de physique. Une fois qu'il est récompensé, ça explose et son documentaire est diffusé de partout jusqu'à ce que les États-Unis aussi lui demandent une version parce qu'encore une fois, il n'y a aucune source en la matière. Et ça, c'est l'intuition et la passion de ce créateur qui détecte ce sujet, qui s'y intéresse, qui transmet sa passion parce que c'est un fan de ce sujet-là et qui arrive à le partager. Et ça résiste à toute data. Je pense qu'aucune intelligence artificielle n'aurait dit qu'il y avait un documentaire sur Michel Mayer à faire et qui pourrait regrouper 800 000 personnes. Mais oui, Christophe Tardieu. Je rejoins complètement ce que vient de dire Julien. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du rêve ou du fantasme, c'est qu'aujourd'hui, des logiciels d'intelligence artificielle sont parfaitement capables d'écrire un scénario d'un film ou d'une œuvre de fiction. Pour le moment, aucune n'a encore été réalisée, mais la chose est possible. Après, là où il faut peut-être pas non plus complètement s'inquiéter, c'est que le fait même de créer, l'acte de création en tant que tel, est tellement singulier qu'on peut se demander en effet s'il peut rentrer dans un cadre très normé qui pourrait être l'exemple d'un logiciel d'intelligence artificielle. Bon, mais après tout, on peut aussi se dire que on pensait que c'était pas possible. Un ordinateur a réussi à battre le plus grand champion d'échecs qui existe au monde à l'heure actuelle. L'autre axe de réflexion qu'on peut avoir en la matière, c'est de se dire que oui, on est parfaitement capable de mesurer une audience et de dire à quel moment les spectateurs décrochent de façon légère ou de façon importante, ce qui permet éventuellement derrière d'en tirer des conséquences. Oui, on sait très bien qu'aujourd'hui, sur certaines séries, notamment produites pour des grandes plateformes internationales, mais pas que, on sait très bien qu'il y a des rythmes imposés où il faut qu'il y ait toutes les 3 minutes une scène de violence, toutes les 10 minutes une scène de sexe, toutes les 15 minutes une scène romantique, etc. Et le tout, d'ailleurs, se retrouve assez bien dans certaines séries où on arrive à retrouver toutes ces séquences. Et de façon même assez paradoxale, ça ne marche pas si mal que ça. Bon. Après, on ne mettra pas tout sous forme d'algorithme, on ne mettra pas tout sous forme de data, et surtout, je pense que l'exemple le plus probant en la matière, c'est l'exemple du cinéma. Le cinéma, c'est quand même, quel que soit le niveau de budget qui sera mis dans un film, ça demeure avant tout une économie de prototype. Et aujourd'hui, une économie de prototype, c'est pas quelque chose qu'on peut arriver à normer, qu'on peut arriver à normaliser, qu'on peut arriver à mettre sous forme de data. Donc, il y aura toujours une part singulière qui existe en la matière, et heureusement, parce que derrière cela, c'est avant tout le respect de ce pourquoi il me semble que nous nous battons tous, c'est-à-dire le maintien de la diversité et le maintien de l'exception culturelle, qui en tout cas dans nos métiers est un principe totalement cardinal. Merci de l'avoir rappelé, merci de l'avoir souligné, Christophe Tardieu. Antoine Bayet, on revient aux femmes, aux hommes, à l'instinct. Je disais, l'intelligence artificielle, les datas, certes, c'est un appui à la décision, à la mise en œuvre, à la transformation, mais avec certaines limites, on le voit. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, alors on vient de se parler des algorithmes dans la création, si on se parle maintenant d'algorithmes dans la programmation, dans l'action de choisir de diffuser tel ou tel contenu, est-ce qu'un algorithme est capable de générer une programmation? Oui, sans aucun doute. Faut-il le souhaiter? Non, certainement pas. C'est-à-dire que même dans l'action de programmation, si on ne fait que optimiser tel contenu en fonction de telle audience à tel moment, en fait, ça s'appelle plus un média d'audiovisuel public. Ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas pas un média d'audiovisuel public. Et donc du coup, moi, je fais ce distinguo entre dans la création. Je ne crois pas qu'une intelligence artificielle soit capable d'assurer un scénario. Dans la diffusion, ce pourrait être le cas,
Mais aujourd'hui, il ne faut pas aller vers cela. Je vais vous prendre un exemple très bête et qui va vous raconter aussi la manière dont on travaille entre quelque part des anciens et des nouveaux métiers à l'INA. Je vous ai parlé déjà de Madeleine. Comment décide-t-on sur Madeleine de pousser tel ou tel contenu à tel ou tel moment? Comment décide-t-on de la recommandation qui est faite à la fin d'un programme? Et ben ça, en fait, c'est tout simplement un algorithme humain, un couple humain entre un journaliste qui va sentir une tendance, qui va se dire tiens, en ce moment dans la société, il se passe telle ou telle chose. Il va en discuter avec un documentaliste ou une documentaliste, et c'est ce couple qui va d'une part sentir les tendances, d'autre part connaître le fond de nos archives, qui va se dire bah, tiens, voilà, je vais programmer tel ou tel contenu en ce moment. Est-ce que je pourrais le faire par un algorithme? Oui. Est-ce que je souhaite le faire? Non. Ma question, du coup, face à ces nouveaux usages que vous dépeignez très bien autour de l'utilisation des algorithmes en cas de programmation, en tout cas capacité à identifier les grandes tendances, des nouveaux métiers émergent pas mal, surtout à l'étranger, autour de postes d'éthique, autour de ces sujets-là. Est-ce que vous, c'est des sujets en interne qui existent? Est-ce que c'est des profils qui sont accolés à différents profils dans le cadre de l'innovation, ou ce n'est pas encore réuni ces deux sujets-là? Question. Alors, très prospectif. Non, là, je vais même être très, très concret. Quand je vois tout ce que nous impose la loi dite Sapin 2 en matière d'éthique, je suis totalement effrayé de cette bureaucratie épouvantable qu'on nous impose, visant à déclarer le mois de déjeuner avec un parlementaire, etc. Ouais, on est quasiment obligé d'employer quelqu'un à temps plein pour gérer ce genre de choses. Donc, et je ne suis pas certain que ce soit forcément quelque chose d'incroyablement innovant en la matière. Bon. Plus sérieusement, évidemment, nous sommes très bien placés pour savoir que notre société aujourd'hui est particulièrement fragile, particulièrement éruptive et particulièrement prompte à s'enflammer, bien aidée en cela par les réseaux sociaux qui en vivent. Les réseaux sociaux vivent essentiellement du buzz, de la haine et de ce genre de choses. Et c'est clair qu'il faut qu'on soit nous très attentifs parce que en tant que média de service public, comme on l'a souvent rappelé au cours autour de cette table, on se doit de s'adresser à tout le monde et surtout on se doit d'éviter de choquer de manière outrancière ou de provoquer le spectateur. C'est pas notre objectif. Notre objectif doit demeurer de s'adresser au plus grand nombre et d'avoir donc le plus grand respect pour le plus grand nombre. Je ne vous cacherai pas que c'est particulièrement compliqué dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais il va de soi qu'il faut absolument qu'on s'impose cette discipline parce que en matière, parce qu'il faut qu'on s'adresse à tout le monde, il faut qu'on soit très vigilant à essayer de maintenir une forme de consensus social autour de ce que nous faisons. Et puis, sur tout ce qui est sujet d'éthique, évidemment, outre le fait que ça peut créer de nouveaux métiers, peut-être parfois un peu trop bureaucratiques, ça permet également d'avoir cette réflexion permanente qui est justement l'exemplarité que le service public se doit d'avoir vis-à-vis de ses, alors le terme est épouvantable, mais de ses usagers au sens large du terme. Merci beaucoup, Christophe Tardieu. Vous voulez réagir, Céline Boyer, en complément de ça, pour moi, c'est plus une valeur finalement qu'on doit tous incarner, quel que soit le niveau de l'entreprise, le métier sur lequel on est, parce que nous sommes acteurs de services publics, plus qu'une fonction peut-être à créer. Bien sûr, on a des garde-fous, bien sûr, on a des procédures, bien sûr, on a des choses, mais je pense que c'est une des valeurs, compte tenu de l'actualité, compte tenu de la défiance que nos médias peuvent appeler parfois. Ça, c'est plutôt une valeur, je pense, qu'il faut qu'on arrive à diffuser au sein des entreprises en tant que telles. Voilà. Merci beaucoup. Julien Neutre, c'est une valeur centrale, devoir d'exemplarité. Et la réponse structurelle qu'on peut faire, c'est celle de la gouvernance. Et au CNC, très concrètement, on organise cette transparence et cette confrontation et ce contrôle du coup entre pairs
entre acteurs du secteur et administration en permanence. Nos appels à projets, ils sont évalués, encadrés par le CNC, mais la décision est décentralisée auprès d'une somme de subjectivité, plusieurs profils, une dizaine à chaque fois, qui sont tous indépendants, qui sont tous de parcours et de profils, encore une fois, complémentaires. Et donc, c'est cette confrontation-là, cette gouvernance ouverte et plurielle, qui assure la plus grande déontologie et éthique possible. Merci beaucoup, Julien. Antoine Bayet, sur ces enjeux d'exemplarité, de réponse avec la gouvernance. On n'y est pas encore sur des chief officers dédiés à l'éthique. Non. Je sais plus et liés à l'usage des données, non. En revanche, évidemment, je rejoins complètement ce qui a été dit sur la production de contenu et sur de temps en temps. Alors, pour vous rendre compte de l'équation dans laquelle on est, on doit faire singulier, on doit faire de l'audience, et en même temps, si on flatte à certains moments certains mécanismes de l'audience dont on sait qu'ils vont fonctionner, on rate aussi notre job. Ce qui a été dit sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général est tout à fait vrai. Le moteur du partage d'un contenu sur un réseau social, c'est celui de l'émotion la plus brute et parfois pas la plus élevée qui soit. Donc très concrètement, si je veux exploser le nombre de vidéos vues faites par l'INA, je peux aller chercher, je sais pas moi, Dieudonné sur des plateaux télé. Ouais. Est-ce que j'aurais fait mon job éditorial ? Non. Donc c'est aussi ce que nous, on se met dans la production de contenu qui doit répondre à cet enjeu-là pour moi. Merci beaucoup, Antoine Bayet. Je vois que le temps passe, on se dirige vers la fin de nos échanges. Ah, une question, madame. Je rappelle que tous nos échanges se passent ici au lieu de la transformation publique, 77 avenue de Ségur, lieu central de ce mois de l'innovation. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Vous évoquez tous les possibilités données par l'intelligence artificielle et le fait de devoir faire de l'audience, mais vous évoquez aussi l'importance de l'éthique et la possibilité et le devoir de créer du contenu pour tous. Est-ce que les deux peuvent vraiment coïncider et permettre une vraie production d'un contenu à la fois innovant, mais aussi axé pour tous? Christophe Tardieu. Merci pour cette question. Entre une machine et un humain, je pense qu'en termes de création, on aura toujours intérêt à privilégier l'humain. Enfin, en tout cas, aujourd'hui. Dans 100, 150 ans, je ne sais pas. A priori, on sera peut-être plus là. Mais on verra bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas grand doute en la matière. Et puis, par ailleurs, même si on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, de data, pour le moment, on n'est qu'aux prémices de l'utilisation de ce genre de choses. Et qu'aujourd'hui, 95% de notre activité est davantage centrée sur la recherche de contenus innovants, mais de contenus innovants qui sont des projets qui nous sont présentés par des hommes et des femmes qui viennent nous voir en disant voilà, j'ai telle idée, j'ai tel scénario, j'ai tel projet et j'aimerais bien qu'il soit diffusé. Les deux choses d'ailleurs ne s'opposent pas et il n'y a pas d'un côté des passéistes qui ne font confiance qu'à l'humain et de l'autre côté des modernes qui n'utilisent que les machines. Je pense que les deux doivent évidemment se combiner et s'utiliser. On serait fou de ne pas regarder de façon extrêmement précise la façon dont évolue l'audience d'un programme, mais on serait tout aussi fou de dire tiens, sur telle série ça n'a pas marché tel soir à 21h37 puisqu'on a 7% de gens qui ont décroché et donc on arrête immédiatement. On serait tout aussi fou de le faire. Donc vous voyez, je pense que dans tout cela, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Mais cet équilibre, c'est évident que dans nos métiers, en tout cas tel qu'on le pratique aujourd'hui, je pense qu'il ne peut reposer d'abord que sur l'humain et l'acte de création dans sa singularité. J'ai l'impression que tous les quatre, vous êtes d'accord avec ce constat. Julien Neutre, et vous peut-être... Oui, non, c'est exactement ça. C'est ce qu'on disait. Il faut trouver... et à la fois, les données nous permettent de mieux valoriser en aval aussi le travail qui est fait des créateurs, mais il faut valoriser aussi l'irréductibilité de l'acte de création en amont.
C'est important de le souligner. Évidemment, vous êtes d'accord tous les quatre. On va terminer dans un instant cette passionnante table ronde. Il y a une question plus tournée management de nouveau, puisque ce mois de l'innovation est très suivi par des décideurs, par des managers publics opérationnels qui sont aussi là en attente de clés opérationnelles. Une question d'une personne qui est venue en amont, qui l'a exprimé il y a quelques jours, qui soulignait le caractère singulier de vos productions, du monde de l'audiovisuel. C'est une matière, écrivait-il, un peu particulière par rapport à d'autres champs des politiques publiques. C'est important. Mais quand même, est-ce que vous avez quelques clés, enfin 2-3 conseils, demandez 2-3 conseils chacun peut-être pour mener sa propre transformation. Alors s'il nous regarde, j'ai bien noté cette question de l'acculturation, cette question du caractère un peu horizontal, enfin écouter les personnels, ce qu'ils proposent. Quel conseil vous pourriez donner de manière assez large, Céline Boyer, de manière assez opérationnelle aussi? Alors, par rapport à la question qui est évoquée, c'est comment on met le management en position 2, si je peux le retranscrire ainsi. Je vais illustrer par un exemple de projet qu'on a mis en place à Radio France. C'est un projet d'accompagnement managérial où dans tout ce qu'on a partagé autour de la table, de valeurs, d'innovation, d'exemplarité, de responsabilité, on a décrit finalement ce que devait être l'attendu d'un manager et on lui a donné des exemples en situation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de poser sur la table un concept ou une valeur sans permettre à chaque manager, selon son métier, selon sa position dans l'entreprise, de retranscrire ce que ça veut dire pour lui concrètement, dans des actes de management, dans des actes de création, dans des actes de gouvernance, peu importe, mais finalement dans tous les actes qu'il a à mener dans le cadre de son travail de manager. Et bien donc on a défini ce cadre, oui. Et ensuite on anime des échanges entre pairs, donc ça s'appelle du co-développement, c'est le terme oui. Consacré, pour justement favoriser le partage de pratiques, le partage d'expériences aussi, pour éviter que justement soit calquer quelque chose d'un peu dogmatique et peut-être hors contexte aussi par rapport aux enjeux de ce que sont les enjeux de Radio France de manière spécifique. Donc typiquement c'est une méthode qu'on pourrait transposer à d'autres univers, à d'autres entreprises, du moment où on permet d'avoir un cadre et un échange qui est basé sur les personnes qui font l'entreprise et qui portent un ADN commun finalement, qui vont être le leur. Merci Céline Boyer. Tout cela, effectivement, Julien Neuth, est transposable, déclinable pour celles et ceux qui nous regardent, au-delà de la politique publique, enfin, au-delà de vos propositions sur le fond. Oui, allez-y. Ouais, vous m'entendez. Je pense que s'il y avait une leçon, mais c'est un bien grand mot à tirer de l'expérience, encore une fois, très longue du CNC, c'est ce travail main dans la main avec une filière et les acteurs du secteur et cette responsabilisation des acteurs du secteur dans la politique publique. Donc on fait travailler finalement, si je puis dire, nos usagers. Donc c'est très efficace aussi et très efficient. On les fait travailler à cette politique-là, main dans la main avec l'administration. Ça responsabilise tout le monde. Ça permet d'avoir des temps d'adaptation de la politique publique immédiats, puisque ça a été construit vraiment en amont et pensé avec les acteurs du secteur, et une acceptabilité de ces décisions-là, d'intérêt général, beaucoup plus forte, puisque tout le monde y est responsabilisé et impliqué. Méthode extrêmement importante. Christophe Tardieu ou Antoine Boyer, vos 2-3 conseils peut-être. Christophe Tardieu, oui. Un seul, comme ça permettra à mon camarade de parler plus longuement. Moi, je dirais, le conseil que je donne, c'est d'être curieux. Ouais. Dans les métiers que nous faisons, quand on cesse d'être curieux, quand on cesse d'avoir une vraie curiosité, une envie de découvrir des choses nouvelles, eh bien, il vaut mieux arrêter tout de suite. Ça ne veut pas dire que tous les projets qu'on va vous apporter sont tous bons. Ça ne veut pas dire que tous les projets qu'on vous apporte doivent être immédiatement mis en production et diffusés. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit en permanence dans cette recherche de la nouveauté, de nouvelles idées, de nouveaux formats, de nouvelles écritures, de nouveaux talents, de nouveaux producteurs. Parce que c'est dans le caractère le plus large possible de ce que l'on va exposer qu'il me semble qu'on accomplit le mieux nos missions. Il faut être curieux, Antoine Baillet. Et je vais aller prendre le corollaire de la curiosité. Et alors là, pour le coup, une question de posture managériale, c'est encourager le droit à l'erreur. Et je ne vais prendre qu'un seul exemple, mais c'est celui-là. On ne peut pas attendre d'équipes
qu'elles apportent des idées, qu'elles s'embarquent dans des transformations, dans de l'innovation. Si on regarde ça, on ne met pas, nous, une valeur clé qui est « ouais, on peut se planter ». On peut complètement se planter. Quand on est ouvert sur la création, à un certain moment, on peut se planter. Quand on décide de gouverner des données, à un certain moment, on peut se planter. Mais on ne peut pas ne pas essayer. Voilà, cette posture-là, elle est pour moi clé et ce sera le seul conseil. Merci beaucoup. Julien Neutre le disait tout à l'heure, sur 10 programmes ou 10 expérimentations, acceptez qu'il y en ait une qui marche et les 9 autres marchent moins, on va dire. Est-ce qu'il y a une toute dernière question dans le public ici, avenue de Ségur? Non. Et une question qui arrivait juste peut-être pour terminer là-dessus sur la question des territoires. Comment s'appuyer sur les territoires? Alors vous avez évoqué l'ouverture vers votre écosystème, mais bien souligner que les territoires sont importants dans votre réflexion, dans vos méthodes. Je vous vois acquiescer, Céline Boyer. J'acquiesce parce que c'est à la fois des éclairages importants pour des sujets nationaux, c'est à la fois des sujets locaux qu'il faut savoir traiter à la maille nationale. Et donc on a un travail de complémentarité à Radio France entre nos chaînes et aussi avec le réseau de France Télévisions qu'il est important de travailler et d'entretenir. Ça fait partie des enjeux qu'on développe dans le cadre de notre projet stratégique. Voilà, c'est pour ça que j'ai acquiescé. Non, mais on est tous d'accord. Julien Neutre, vous êtes présent dans les territoires. Christophe Tardieu, vous l'avez dit, 24 déclinaisons, c'est ça? Oui, 24 antennes régionales. Et par ailleurs, nous sommes en train de travailler ardemment avec nos collègues et amis de Radio France à présenter une offre numérique de proximité commune qui permettra ainsi à tous les Français de pouvoir disposer d'informations et de services sur le lieu où ils résident ou leur lieu de prédilection. Merci beaucoup. Un mot sur les territoires. 6 délégations régionales qui accompagnent et qui font en sorte que tous les contenus de l'INA puissent circuler et s'approprier. Et soient bien évidemment connectés aux réalités, aux atouts, aux contraintes des territoires. Merci beaucoup à tous les 4. Une dernière question. Ah oui, je vous en prie, madame, un micro va vous arriver. Bonjour. Moi, une petite question en particulier pour l'INA. En termes de bottom-up pratique, est-ce que vous avez mis en place des choses pour pouvoir collecter des données ou des contenus qui pourraient éventuellement être à la main d'utilisateurs, de Français, et qui souhaiteraient les faire remonter à l'INA? Si oui, comment vous faites et comment les valoriser ensuite en termes de recherche, etc. Je pense notamment à des vieux films, des vieilles photos. C'est des choses qui sont parfois dans les greniers des gens et sur lesquelles il n'y a pas beaucoup d'informations sur certains, par exemple, sites historiques, époques, personnages. Voilà, petite question. C'est une excellente question. Il y a quelque chose qui a été tenté au début des années 2010 sur les mémoires partagées à l'INA. Très sincèrement, le succès n'avait pas forcément été totalement au rendez-vous. Et alors surtout, il y a quelque chose qui est très important, qui est le régime des droits là-dessus. Parce que quand ça dort dans un grenier, vous pouvez être persuadé d'avoir tous les droits de diffusion, de production, etc. sur un contenu. Et assez vite, quand on va rentrer dans un contenu, on va se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En revanche, cette question, on se la pose en ce moment, donc vous êtes particulièrement dans le juste. Peut-être que début des années 2010, c'était pas tout à fait le bon moment. Peut-être que c'était allé un petit peu rapidement, mais la mémoire audiovisuelle ne passe pas uniquement que par ce qui a été diffusé sur des chaînes de télé. Donc vous avez tout à fait raison là-dessus. Est-ce que vous envisageriez, par exemple, des collaborations avec des réseaux sociaux ou des acteurs du privé qui potentiellement pourraient toucher plus les gens dans leur vie de tous les jours? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui savent pas ce que fait l'INA et potentiellement, ces gens, ils ont des choses très intéressantes à partager. Je vous pose la question parce que moi, j'avais travaillé sur un projet de valorisation de la mémoire du bagne aux îles du Salut en Guyane, très spécifique. Mais en fait, il y a très, très peu de photos des bâtiments anciens. Il y a très peu de témoignages. Et en fait, il y avait beaucoup de témoignages qui sont remontés via des gens dont le grand-père avait été médecin 3 ans. Ils avaient des photos dans leur grenier. Et en fait, c'était une vraie chasse au trésor, entre guillemets. Donc voilà, est-ce que collaboration avec certains réseaux sociaux, c'est envisagé, par exemple? On a des
contacts poussés et avancés avec tous les réseaux sociaux, oui, évidemment. Et pour tout vous dire, on en collecte même une partie. L'INA a parmi ses nombreuses missions celle du dépôt légal et assure en partie le dépôt légal du web. C'est quelque chose que l'on partage avec la BNF. Et donc, on archive une partie de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et alors ça, quand on va dire à Facebook qu'on archive une partie de ce qui se passe sur Facebook, c'est parfois intéressant, mais c'est comme ça. Enfin, on applique tout ce que l'on peut appliquer. Oui, un tel dispositif n'aurait de sens que s'il s'appuie sur des réseaux qui touchent très directement des millions de personnes, évidemment. Super, merci beaucoup. Merci Antoine Bayet, monsieur le directeur éditorial de l'INA. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière... Oui, madame, je vous en prie. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'ai plus une question par rapport à la coordination de toutes vos actions. C'est peut-être une question plus pour messieurs Bayet et Tardieu. Vous avez parlé de Madeleine, il y a aussi Salto comme plateforme de vidéo à la demande. Est-ce que, dans ce cas-là, mais peut-être dans d'autres cas, est-ce que c'est envisagé de coordonner les actions des différents acteurs en ce qui concerne la transformation numérique ? Ou est-ce que ce sont plutôt des stratégies que vous avez en interne et qui ne se parlent pas forcément ? Je vais vous donner tout de suite un exemple là-dessus. Je vous ai parlé de Classe Alpha aussi. C'est un dispositif dont le premier partenaire est France Télévisions et Delphine Arnott. Et donc évidemment, aujourd'hui, on est on y est non seulement incité, et en même temps, c'est tout à fait naturel pour nous tous et tout autour de la table de travailler ensemble sur nos sujets. Je le pense. Christophe Tardieu. Oui, je confirme complètement ce qui vient d'être dit. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que d'abord, on se voit très souvent, on se parle quasiment tout le temps, et on est quotidiennement à travailler sur des projets communs. Bon. Après, nous avons des missions France Télévisions qui sont différentes de celles de l'INA, de même que Radio France a des missions qui sont différentes des nôtres, mais il y a beaucoup de points de rapprochement potentiels. Et même si vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu quelques années de cela, a été envisagée la création d'une holding de l'audiovisuel public, même si cette holding n'a pas été créée, pour autant, le travail, la collaboration entre les différentes entités de l'audiovisuel public sont extrêmement nombreuses et extrêmement fructueuses. On a évoqué l'UMDI, il y a plein d'autres exemples en la matière qui démontrent que même si ça ne se sait pas beaucoup, nous travaillons énormément ensemble. Merci beaucoup Christophe Tardieu, merci Antoine Bayet. Une dernière question ? Non, alors terminons nos échanges. Merci à tous et tous de nous avoir suivis. Continuez de relayer vos questionnements. Le programme est extrêmement riche jusqu'à la fin du mois de novembre. Vous avez cette adresse MIP tout attaché @acteurpublic.com, acteurpublic tout attaché au pluriel.com. Merci à tous les quatre. Alors je retiens Marianne Billard de ces échanges extrêmement riches, ces enjeux d'exemplarité, ces enjeux de la place de l'humain au cœur de tout. L'éditorialisation est importante. Et puis vous avez évoqué tous les quatre ces évolutions fortes des usages, des formats, mais vous étiez prêts. Il fallait être prêts parce que tout cela ne s'improvise pas. Beaucoup de pistes pour toutes celles et ceux qui nous regardent. Marianne. Oui, tout à fait. Moi, de mon côté, je vais retenir que l'innovation, on n'a pas attendu la crise sanitaire pour que ça touche de plein fouet l'audiovisuel public, que bien au contraire, il y a eu des innovations qui se faisaient à la fois en interne, mais aussi en externe, cette capacité d'aller chercher son public, cette capacité de faire remonter les nouveaux usages et cette capacité de se moderniser tout le temps en laissant évidemment, j'ai bien aimé ce mot, le droit à l'erreur, qui reste évidemment fondamental, surtout dans des concepts et des contextes de création où évidemment la création réussie à 100% n'est qu'une chimère. Donc vraiment un grand merci d'être venu, d'avoir eu tous ces échanges. N'hésitez pas effectivement à relayer et à reprendre ces vidéos si vous le souhaitez. Nous espérons vous voir tout au long du mois de novembre aux différents événements portés dans le cadre du mois de l'innovation. Merci Marianne Billard, merci Christophe Tardieu, Antoine Bayet, Céline Boyer, Julien Neutre. Merci de nous avoir suivis ici. C'est ici que ça se passe, un des endroits importants du mois de l'innovation, 77 avenue de Ségur. Je vous dis à très bientôt.